Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier du mois de mars, mois consacré à la femme. C'est aussi l'occasion pour nous de commencer cet exercice en rendant hommage à celle qui, dès les premiers jours de nos vies, s'est sacrifiée, et nous continuerons derrière le président de la République, champion de la masculinité positive, à faire de notre part pour que la femme à l'égal de l'homme puisse contribuer, apporter sa contribution dans les efforts de développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons vous parler d'un sujet dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui représente pour nous, dans le cadre de notre stratégie justement pour le retour de la paix dans l'Est du pays, un point central. Nous allons vous parler du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Comme vous pouvez le voir, nous disposons d'une stratégie nationale et évidemment, il y a un coordonnateur national, M. Jean-Dédier Tangantita. Bonsoir et bienvenue dans cet exercice de redevabilité. Bonsoir, Excellence, et merci beaucoup pour cette opportunité. Et donc, avec lui, nous aurons l'occasion de faire le point parce que, comme vous le savez, la réinsertion communautaire des ex-combattants est un des points centraux. La solution sur laquelle le gouvernement de la République est en train de travailler doit permettre le retour d'une paix que nous voulons durable et définitive. Et la paix que nous voulons durable et définitive passe aussi par les désarmements et la démobilisation de ceux qui ont choisi les métiers des armes aujourd'hui pour diverses raisons, pour qu'ils puissent se convertir à autre chose. Nous aurons l'occasion d'aborder des sujets tout à l'heure avec le coordonnateur. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, parce qu'y compris dans les cas de processus en cours, notamment à Washington comme à Doha, les combattants qui en seront issus, beaucoup devront être réinsérés. Et puis n'oubliez pas que nous disposons d'une autre branche qu'on appelle réserve armée des défenses, qui pourra voir ceux qui pourront servir de réservistes. Alors, monsieur le coordonnateur, comme je le disais tout à l'heure, nous disposons d'une stratégie nationale, le PDDRCS. Je crois que le point de départ de la conversation devrait être le sens même de ces programmes, en quoi elles consistent et pourquoi désormais, pourquoi démobiliser, pourquoi réinsérer communautairement et stabiliser. C'est déjà le bon point de départ et puis évidemment, nous aurons l'occasion de revenir après vos mots introductifs sur les questions des professionnels des médias pour qu'ils puissent être davantage édifiés sur notre stratégie et sur ce qui s'est fait pour que la paix puisse être, pour que la paix puisse être restaurée, mais pour qu'aussi ceux qui ont choisi les métiers des armes puissent y renoncer définitivement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, et permettez-moi à votre suite de saluer tous les compatriotes qui sont ici et aussi souhaiter un très bon mois de mars à toutes nos mamans, nos épouses, nos filles, nos sœurs, et leur dire qu'elles ont un très grand rôle à jouer dans le cadre de la recherche de la paix et de la consolidation de la cohésion nationale et d'y vivre ensemble dans notre pays. Donc c'est vraiment un grand honneur d'être là et de voir que parmi les compatriotes qui sont là, il y a les mamans, il y a les sœurs et je vous salue. Alors, pour répondre à la question, pourquoi le PDDRCS en ce moment, c'est que la République démocratique du Congo fait face à une crise depuis plusieurs années. On a les groupes armés qui pilulent ici et là. Et la volonté ferme de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État à qui je rends hommage, était de contribuer à la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction socio-économique pour une stabilisation de notre pays. Et pour y arriver, il fallait d'abord commencer par ce qu'on appelle des désarmement, c'est-à-dire récupérer les armes entre les mains des hommes et des femmes qui font partie des groupes armés. Les démobiliser, c'est dire qu'il faut les sortir des groupes armés en leur offrant de nouvelles alternatives socio-économiques pour qu'ils arrivent à produire les biens et les services tout en fournissant, en répondant aux besoins de leur communauté, mais en y tirant un revenu pour leur propre vie
Et le relèvement communautaire, c'est arriver à supporter les communautés qui vivent dans les zones affectées par les conflits pour qu'elles puissent développer la résilience, elles puissent se relever et recommencer une nouvelle vie. Et stabiliser, c'est dire arriver à restaurer l'autorité de l'État dans les zones qui étaient jadis affectées ou occupées par les groupes armés, améliorer la sécurité dans ces zones-là et aussi permettre à toute la population qui y vit d'avoir accès à un revenu. Kivu, le sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Et depuis la fin de l'année passée, nous sommes opérationnels dans la province de Kinshasa, spécifiquement dans la zone de Maluku, et nous sommes en train d'évoluer vers la zone Maïndombe parce que sur instruction de la hiérarchie, nous intervenons sur la question de Mobondo que nous avons commencé à traiter depuis quelques mois. Alors la question que vous posez, c'est comment est-ce que nos clients arrivent à être intégrés dans les programmes. Tout à l'heure, vous avez dit on a une stratégie nationale et je voudrais juste spécifier que la stratégie nationale dont il est question ici découle de l'ordonnance 21/038 du 4 juillet 2021 qui charge la coordination nationale du PDDRCS d'élaborer une stratégie nationale qui définit la méthodologie et la façon dont le programme doit être mis en œuvre. Et donc, vous avez là les premiers piliers, vous avez tous les piliers, et donc généralement nous on commence par la sensibilisation, les dialogues avec les groupes armés, et ceux-là qui acceptent, qui adhèrent au programme, ils sont profilés, identifiés dans la base de données unique, ils sont biométrisés et reçoivent une carte et leurs armes sont tracées dans la même base de données et stockées par les FRDC. À l'issue de ce processus, ils sont orientés vers les activités génératrices de revenus, les formations professionnelles, etc. Et voilà comment cela se passe pour l'enrôlement des clients dans les programmes. Allez-y, parce qu'il était question de nous dire la délimitation, les provinces dans lesquelles vous êtes. Oui. Vous avez parlé d'à peu près 5000 combattants. Oui. Ces 5000 ont été trouvés où et comment ils ont été démobilisés? Exactement. Les 5000, comme je le disais, ils ont été identifiés et désarmés, démobilisés, puis réinsérés dans les provinces de l'Ituri, dans les provinces du Nord Kivu. Et si vous voulez, je peux vous donner les chiffres avec beaucoup de précision. Ils passent d'ailleurs là. Et donc, on peut voir sur les écrans les différents chiffres. Ah, et donc, allez-y, et puis les techniciens suivront le rythme pour permettre à ceux qui nous suivent de voir les chiffres, évidemment, du travail qui a été accompli jusqu'à ce jour. Ah, merci beaucoup aux amis de la technique, parce que là, ils ont facilité ma vie, donc c'est très bien. Donc, dans la province de l'Ituri, on a 1546 clients qui ont été traités au cours de l'année passée. Et dans le Nord Kivu, il y a 838 démobilisés. Dans la province de Tanganyika, qui a pour capitale Kalemi, 653 clients. Et dernièrement, comme je le disais, au niveau de... donc à la frontière entre la ville de Kinshasa et le Maïndombe, on a traité 151 clients. Donc au total, ça nous a donné 3188 démobilisés pour l'année. Mais les données ont évolué avec les 2 premiers mois de l'année 2025. Ça nous a amené jusqu'à 4875. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle de désarmement, le mot qui vient aussi en tête, c'est les armes. Et c'est peut-être ça la question qu'il faut poser après. Les données que vous avez là, c'est les données de fin 2025 pour ce qui est de l'armement. Parce que le désarmement ne se fait pas seulement au niveau des PDDRCS. Nous traçons les armes dans la base de données, mais ces armes sont vérifiées, inspectées et stockées par les FRDC. Et il y a un travail de traçabilité qui est en cours pour arriver à certifier toutes les armes qui ont été identifiées. Et donc, si vous revenez ça, vous verrez que nous sommes à
presque 1000 armes, donc on était à 900 quelques armes qui étaient certifiées et stockées dans les entrepôts des FARDC. Et le travail se poursuit pour la certification et l'inspection de ces armes. Au-delà de ça, on a collecté au moins 5000 munitions de différents calibres, 40 explosifs et plusieurs effets militaires et des armes traditionnelles. Il faut faire la différence. Lorsque je vous parle des armes ici, je vous parle simplement des armes de guerre ou des armes conventionnelles. Donc je ne prends pas en compte les armes traditionnelles ou les armes blanches. Les armes blanches, les flèches empoisonnées. Par exemple, quand vous allez dans les Tanganyika, ça c'est une particularité. Les armes blanches n'ont pas été comptabilisées ici. Mais ça fait partie de notre lot qui est gardé parce que ça ne fait pas partie de la nomenclature des armes qui sont prises en compte par les FARDC. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Et là, vous avez quelques éléments, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un peu de métaphysique derrière ça, parce que là, vous pensez peut-être voir qu'il s'agit de morceaux de bois, mais c'est des morceaux de bois qui sont chargés et qui ont un certain pouvoir. Et nous savons comment on traite ça. Ok. Et donc, vous avez parlé du cas du Tanganyika, vous avez parlé du cas de l'Ituri. Oui. C'est quelle partie du Nord Kivu spécifiquement où vous avez désarmé ces éléments? Essayez de nous expliquer un peu. Vous les approchez, ils acceptent, et surtout la dimension de la réinsertion communautaire, parce que très souvent, le cycle est récurrent, parce que parfois, les programmes des DDR n'aboutissent pas. C'est pour ça que justement, cette fois-ci, on parle des réinsertions communautaires et stabilisation. Oui, Excellence. Je vais vous parler de ce que nous avons fait dans la province du Nord Kivu. Et actuellement, nous sommes focalisés sur le territoire de Beni, la ville de Beni, ainsi que Butembo, Lubero, où nous travaillons actuellement. Et comme je disais, à ce moment, nous avons 838 clients qui sont actuellement engagés dans le programme. Mais la question, comme je disais, comment est-ce qu'on procède? Notre approche, c'est essentiellement une approche communautaire. Parce que le PDDRCS travaille dans les communautés, pour les communautés, avec les communautés. Et on ne fait rien sans les communautés. Et lorsqu'on parle du travail que l'on fait dans les communautés, il faut voir aussi les rôles que les femmes, que les jeunes, que les leaders traditionnels jouent au niveau de nos zones d'intervention pour sensibiliser. Parce que aujourd'hui, c'est très clair de comprendre que toutes les dynamiques de conflit sont entreliées. Et donc, c'est difficile de dissocier les rôles de tous ces acteurs que je viens de vous citer. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on implique ces personnes qui sont au fait membres, qui se retrouvent dans nos CCPAP et qui reçoivent les messages du programme, on les forme, on leur fait comprendre les contenus de la stratégie nationale et les bien fondés du processus de désarmement. Ce sont ces membres des communautés, ce sont ces leaders communautaires, ces leaders religieux qui passent maintenant de village en village pour sensibiliser en général leurs propres enfants. Et lorsque ces derniers acceptent, ils nous font signe, on va organiser nos unités mobiles pour aller collecter les armes. Il y a tout un travail qui se fait là-bas et une fois que cela est fait, on récupère les armes, on les oriente et on commence par un processus. Mais là aussi, si vous me donnez l'occasion de revenir à ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est parler de quelques innovations que nous avons amenées dans ce programme. La première innovation, c'est celle de la santé mentale, parce que, comme vous le savez, après avoir expérimenté les conflits armés et après avoir été aussi acteur dans les conflits armés, il est très très important de pouvoir développer les modules de santé mentale qui doivent avoir une approche bidirectionnelle, c'est-à-dire il s'adresse aux démobilisés, il s'adresse également aux membres des communautés pour éviter qu'il y ait l'auto-exclusion et que cela puisse favoriser la réussite ou les succès dans les différentes activités et bétonner la cohésion sociale. Donc, à l'issue de ce processus qui est transversal de santé mentale, on passe, et là j'ai un protocole d'accord stratégique avec le programme national de santé mentale qui est
sous l'autorité du ministère de la Santé publique. À côté de ça, on a maintenant le volet de la formation professionnelle ou la formation qualifiante. Ici, on a aussi une innovation, c'est qu'on a signé un protocole d'accord avec les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, qui aujourd'hui fait que les différents métiers que nous allons administrer à nos clients font partie du répertoire national des métiers. Et à la fin de cette formation, ils vont recevoir un diplôme qui est reconnu par le ministère de la tutelle, ce qui nous permet d'augmenter leurs chances d'employabilité. Et notre approche, c'est essentiellement une approche à 3 dimensions. On va travailler sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Je vais expliquer. Celui qui veut devenir, par exemple, agriculteur, on va lui apprendre, on va lui donner des connaissances de base essentielles pour conduire l'activité agricole. Il va apprendre le climat, les sols et bien d'autres choses, les cycles végétatifs, comment ça fonctionne, quels sont les facteurs qui traumatisent les plantes, comment il faut protéger, défendre les plantes, etc. Ça, ce sont les connaissances de base que l'on va donner à nos clients. La deuxième chose, c'est sur les savoir-faire. On va utiliser la personne avec ce qu'elle a comme capacité, avec ce qu'elle a comme bras, yeux, tous ses sens, utiliser un certain nombre d'instruments relatifs au secteur dans lequel il est formé pour qu'il arrive à produire les biens et les services liés à ces domaines-là. Le savoir-être, c'est faire en sorte que le monsieur ou la dame qui est dans le secteur agricole apprenne à vivre avec ses contemporains, avec sa communauté. Il va produire les biens et les services, mais il doit savoir les vendre pour les mettre à la disposition des autres. Il doit aussi savoir se comporter en conséquence avec les autres pour que sa production puisse être consommée localement et lui, en retour, puisse tirer les revenus de cela pour la survie. Transversalement, dans ces volets techniques de formation, on a plusieurs modules transversaux, notamment le module de l'entrepreneuriat. On apprend aux gens à entreprendre, c'est-à-dire à identifier les opportunités qui découlent du déséquilibre entre les biens et les services dans sa communauté. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on forme, je prends juste l'exemple de l'agriculture, je peux vous donner autant d'exemples basés sur ce que nous voyons et ce que nous faisons. Lorsque nous formons les agriculteurs, les démobilisés qui deviennent agriculteurs, je ne veux pas former un agriculteur qui va produire par la routine, par l'habitude, comme tout autre agriculteur. Moi, je vais former un agriculteur qui sait faire calculer. Donc, il doit calculer les déséquilibres des biens et des services au cours de l'année. Et à ce moment-là, il va bien programmer. Mon objectif, c'est qu'il arrive à gagner plus d'argent en travaillant de manière optimale. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la formation, mais parce que le travail agricole en général, c'est aussi un facteur de cohésion sociale dans nos communautés ou dans les zones d'intervention où nous travaillons. Je ne veux pas simplement encourager les gens à travailler seuls, ils travaillent en communauté. C'est pour cela qu'on a inséré aussi les modules de la formation coopérative et l'entrepreneuriat coopératif. De quoi il s'agit ? Il s'agit ici de donner les formations de base aux démobilisés pour qu'ils apprennent à développer ces aptitudes à travailler en groupe. Parce qu'on a l'habitude de dire l'union fait la force. À ce moment-là, ils apprennent à produire et c'est pour cela que vous verrez par exemple qu'à Katoto, dans l'Ituri, je vais peut-être en parler plus tard, on a développé les champs individuels et les champs collectifs. Mais tout ça, ça fait partie d'une ingénierie que nous avons mis en place pour regrouper les gens afin qu'ils travaillent individuellement et en groupe. Mais notre intérêt aujourd'hui, c'est aussi de bétonner la cohésion sociale dans les communautés. Parce que généralement, pendant les conflits, il y a eu des moments où certaines communautés sont séparées les unes des autres. Il y a eu les gens qui étaient dans des groupes armés opposés. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention du programme, on arrive à mettre les gens, indépendamment de leur communauté ou de leur famille, on les met ensemble dans des associations, ils travaillent. Et l'avantage avec ces métiers, c'est que
il y a des opérations qui, même si tu es fort, tu as nécessairement besoin d'un voisin. Par exemple, les moments de défrichage, les moments de semis, les moments de sarclage ou de récolte, les gens ont besoin de se mettre en groupe pour travailler, s'entraider et arriver. Et nous, on en profite à travers notre premier pilier du programme pour mettre les gens ensemble et bâtir la paix, la cohésion sociale, qui est au fait l'objectif final qui était dans l'esprit du chef de l'État qui est l'initiateur du programme. Donc, en le faisant, on a aussi les initiatives qui contribuent au relèvement des communautés qui sont affectées par les conflits ou qui sont en situation de sortie de conflits. Et une seule d'actualité vous concernant. Monsieur le coordonnateur, votre programme est en principe un processus destiné à réinsérer d'anciens combattants dans la vie civile. Or, nous parlons des démobilisés qui possèdent toutes les notions ou la maîtrise du maniement des armes. Dans ce contexte, quelle est la relation entre le PDD-RCS et la réserve armée de la défense? Deuxième question, le financement et la coordination avec les partenaires internationaux restent des enjeux majeurs. Votre programme dispose-t-il aujourd'hui des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs? Autrement, quel est aujourd'hui le niveau de financement de votre programme? Je crois que je vais commencer par là. Il y a un gros intérêt. Et toutes les fois, que ce soit au Canada, à Ottawa ou à Paris, et bientôt dans les Bandoudu, n'oubliez pas que nous avions commencé à Kinshasa, on a été à Kolwezi, nous serons partout où se trouvent les Congolais pour leur expliquer le bien fondé de cet accord, parce que c'est un accord du futur, bien plus que du présent d'ailleurs, au regard de l'implication que cela aura dans la relation bilatérale, spécifiquement avec les États-Unis d'Amérique. Les ressentis, il est positif. Je pense que les Congolais, dans leur grande partie, sont ceux qui, comme nous, sont mobilisés pour le retour de la paix. N'oubliez pas que nous avons, et c'est l'occasion de saluer la grande mobilisation de la diaspora pour dire non à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous les avez vus plusieurs fois dans les cas de Congolais Téléma ou dans d'autres émissions. Donc le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous, nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Et c'est pour ça que nous recommandons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de les lire. L'accord, évidemment, pour ceux qui en auront l'occasion, verront des copies distribuées. Nous avons d'ailleurs en imprimerie, en chantier, des copies dans les langues nationales, mais nous n'en aurons sûrement pas 100 millions. Les versions de l'accord seront disponibles sur les sites du département d'État français en anglais, mais aussi sur les sites du ministère de la Communication. Et donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Et d'ailleurs, si vous regardez partout où je passe à Kinshasa depuis plusieurs semaines, beaucoup me demandent la copie de l'accord. Je pense que cet intérêt est tel que nous tous, nous devons faire de cet accord un des documents qui nous accompagnent parce que les conséquences, nous les expérimentons pour les 10, 15, 20, 30, voire 50 prochaines années dans les cas du renforcement de la relation que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Je sais qu'il y a une autre question qui pourra sûrement revenir. Je m'épargnerai des mots en attendant la question qui viendra de je ne sais qui parmi les journalistes ce soir, mais le sujet, c'est les PDD-RCS. Monsieur le coordonnateur, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. Je commence par la première question. Comme j'ai eu à le dire, le PDD-RCS a une mission très claire, c'est-à-dire transformer les zones post-conflit en pôles de stabilité et de développement durable. Et pour y arriver, on utilise en même temps les combattants qui sont désarmés pour qu'ils participent eux aussi
à la reconstruction de leur zone. En d'autres termes, on prend les hommes et les femmes qui sont dans les groupes armés, on les amène à la vie civile. Point. C'est ça ma mission dans le cadre de l'ordonnance 21/038 et la stratégie nationale du PDDRCS. Tandis que la RAD a une autre mission, c'est celle de prendre les gens dans les communautés et les former, les positionner pour les orienter selon sa stratégie et sa politique. En définitive, il n'y a pas une quelconque confusion qu'il faut établir entre le PDDRCS et la RAD. Il s'agit de deux structures bien distinctes avec des missions très claires et qui n'ont pas une quelconque confusion dans leur travail. La question des financements que vous évoquez, je crois que j'en ai parlé assez longtemps tout à l'heure. Le programme est très complexe. Les défis également sont énormes parce que si vous regardez simplement la taille de notre pays, si vous regardez les besoins auxquels on fait face comparé aux autres pays dans lesquels on a fait les DDR ou comment les choses se sont passées, vous comprendrez que c'est complexe. Mais pour le moment, on fonctionne avec les moyens du gouvernement et chaque fois que les besoins se sont présentés pour le désarmement ou la démobilisation, le gouvernement assume ses responsabilités. Et à côté de ça, nous sommes accompagnés aussi par les partenaires techniques et financiers que je salue en passant parce que les partenaires là ne nous remplacent pas, ils nous accompagnent. Et ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est qu'ils nous suivent. Les devants, je l'ai expliqué tantôt, le désarmement et la démobilisation, c'est à 100% couvert par les moyens du gouvernement. Et déjà, le gouvernement a fait même un pas de plus parce que nous sommes actuellement dans la réinsertion. Et dans les Tanganyika, je vous ai même parlé des infrastructures comme l'eau que nous sommes en train de faire, tout ça avec les moyens du gouvernement. Et les partenaires nous accompagnent dans ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. Les choses avancent normalement bien et nous sommes à mesure de réaliser les missions qui nous ont assignées. Lorsque vous dites que vous avez 5 000, c'est 5 000 qui ont été désarmés, démobilisés et réinsérés. Parce que la pertinence de la question, c'est qu'on parle de programmes DDR depuis des longues années, depuis 2001. Oui. Mais malheureusement, c'est des programmes qui n'ont pas connu des grands succès. Et je pense que le fait qu'on a rajouté relèvement communautaire et stabilisation, c'est les volets qui viennent structurer ou tout au moins consolider le fait que le combattant a renoncé aux armes. Exactement. Et qu'il a trouvé un autre métier qui lui permette de ne plus recourir au métier des armes. Exactement. Et là, nous, on procède à des métiers, non seulement les métiers qui permettent aux gens de trouver à manger, mais c'est des métiers valorisants. Et l'orientation professionnelle, donc, à travers notre ingénierie, c'est arriver à analyser, à fouiller tout ce que l'individu a comme antécédent professionnel et fouiller même dans ses passions. Et donc, on accompagne ces gens à réveiller ce qu'ils ont comme passion et répondre aux besoins parfois non encore identifiés et développer de nouvelles niches d'opportunités dans les communautés pour que véritablement ces personnes-là s'insèrent dans leur communauté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas? On a vu dans certaines communautés où les démobilisés étaient parfois les plus riches de la communauté, du village. Moi, j'ai vu dans certains villages où ce n'était que les démobilisés qui avaient les panneaux solaires et qui avaient les cabines pour charger les téléphones. Et ça créait des problèmes chez les voisins où les mamans, les autres commençaient à menacer les autres garçons en disant « Mais vous êtes ici, il fallait aussi partir pour avoir ça ». Voilà pourquoi dans les volets de relèvement communautaire et la réintégration communautaire, on met un accent sur les projets à large impact communautaire. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette perception du DDR comme étant une prime à la violence. Donc on essaie d'élargir notre zone, notre assiette d'intervention à tous les membres de la communauté pour qu'il y ait véritablement la cohésion sociale et les vivre ensemble. On quitte là, on ajoute les deux derniers piliers de la stratégie, c'est celui de la stabilisation. Ça, c'est
la meilleure des composantes de ce programme. Parce que dans la stabilisation, c'est là où vous trouvez la restauration de l'autorité de l'État. C'est là où vous trouvez que les membres des communautés doivent accéder aux revenus. Ils doivent également se sentir en sécurité après l'intervention du DDR. Et on quitte là-bas, on a le volet de la communication et de la sensibilisation, pour terminer, qui est transversal. Et là, je salue le travail que fait son Excellence Patrick Mouyaya pour la sensibilisation et tout, parce que déjà, en nous donnant cette opportunité, vous nous permettez de passer le message à toutes les composantes et à tous les membres de la communauté pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, à travers ces différentes composantes, on arrive à mettre en place les conditions qui vont prévenir les cas de récidive, parce qu'on réunit les conditions essentielles pour que véritablement ces personnes qui ont rejoint la vie civile, ils ne retournent plus à la violence, mais ils se sentent aimés, respectés, considérés. Parce qu'à travers ces composantes aussi, vous avez, comment on dit ça, voice and representation. Donc la voix et la... Oui, oui, oui. Moi, je ne travaille pas seulement avec les clients pour qu'ils commencent à cultiver ou à produire, mais c'est qu'ils deviennent des citoyens actifs dans leur communauté et qu'il y ait aussi même l'éducation civique et la participation politique. Je suis notamment avec le ministre délégué de la Défense qui avait reçu une mission spéciale plutôt des anciens combattants pour voir comment la situation peut être vite décantée. Alors, je reviens rapidement sur la question de tout vert. Écoutez, il faut lire les chapitres 2 de l'accord, point 2, parce qu'il faut faire parler le texte. D'une manière séquencée et coordonnée, chapitre 2 sur les désengagements, désarmement et intégration. D'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force. Et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus, par les processus de désarmement, des démobilisations, des réintégrations communautaires et stabilisation PDDRCS, ainsi que les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité. Donc, si vous lisez l'accord, le point 2, les accords à venir dont on parle dans l'accord, c'est l'accord avec le Fils, parce que cet accord a été signé avec le Père. N'oubliez pas que dans les chapitres de l'intégration conditionnelle de forces de sécurité, lorsqu'on parle de toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées et la police, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle. Ici, le Père n'est signé pas pour les militaires rwandais, parce que c'est même inenvisageable de penser qu'on peut intégrer les Rwandais dans notre armée. Ici, le Père agissait comme Père du Fils. Et donc, dès que les processus de Doha se terminera, le Fils, parce que l'avenir, je l'ai déjà dit et je le répète, les discussions des Doha ont pour objectif de mettre fin à l'existence du Fils dans la forme actuelle. Ni la Constitution à laquelle on fait référence, ni aucun document, aucune charte à laquelle auquel nous nous référons dans les différents processus de paix ne reconnaît l'existence d'un tel mouvement. Et donc, il peut y avoir évidemment du bruit, comme il y en a toujours, mais ici, nous sommes dans les faits. Et sur ces sujets, peut-être que dans une autre séquence, on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a des dispositions qui ont déjà été prises depuis que nous étions à Luanda, notamment à Kindu, des camps ont été apprêtés, et je pense que c'est ce qui arrivera, parce qu'il y a justement la possibilité des désarmements et la possibilité, évidemment, après un processus de vetting, des réintégrations individualisées et tenant compte de la loyauté vis-à-vis de l'État. Alors, M. Loubaki, très rapidement, je savais que cette question allait revenir, parce que c'est une question qui intéresse les journalistes, qui intéresse beaucoup des compatriotes dans la diaspora, je viens de là, et il est tout à fait normal que dans le cadre de la vitalité de notre démocratie, que les uns et les autres se prononcent à ces sujets-là. Nous sommes la République démocratique du Congo, y compris parce qu'il y a cette force de contradiction. Mais c'est que moi, je peux vous dire, nous, aujourd'hui, exactement comme j'avais dit à l'époque, nous travaillons à recouvrer l'intégrité territoriale. Notre préoccupation principale, c'est nos populations qui sont dans les Sud Kivu, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont dans les parties sous occupation. Et donc, dans le cadre justement de ces processus démocratiques, je pense que ces débats doivent être considérés comme un débat démocratique où tout le monde peut avoir son opinion, mais nous, au niveau du gouvernement, les priorités sur lesquelles nous nous penchons sont connues, et les jours où
la question sera abordée en Conseil de ministres et nous ne nous gênerons pas de faire les comptes rendus et de venir devant les Congolais. Et donc je crois qu'il ne faudrait peut-être pas extrapoler les choses, il faut juger les choses dans leur contexte. Nous, les gouvernements, on est rédevables, nous reviendrons dans ces cadres-là. Je ne vous donne pas des mots de la fin parce que nous avons terminé cet exercice, mais j'espère que nous aurons d'autres occasions où nous irons un peu plus en profondeur dans la connaissance du travail que vous faites. Mais déjà, aux professionnels des médias, ce soir, ce n'était qu'une introduction à la stratégie nationale. On va s'assurer que les documents vous parviennent et ensemble, nous pourrons évidemment travailler pour que nous puissions tous contribuer au retour de la paix, notamment à travers les efforts qui sont faits au niveau du programme PDD-RCS. Merci de votre participation et bonne soirée chez vous.